Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce vendredi 20 octobre 2023. C'est une période que les femmes vivent difficilement. La ménopause est un phénomène naturel qui surprend celles qui veulent toujours enfanter. Comment mieux vivre cette situation? Réponse à cette question dans quelques instants. La guerre Israël-Hamas, toujours à la une de l'actualité internationale. Depuis Rafah, le chef de l'ONU appelle au passage rapide de l'aide humanitaire à Gaza. Voilà pour les titres. Parlons santé pour ouvrir cette édition. La ménopause est la baisse naturelle des hormones sexuelles chez les femmes âgées de 40 ou 50 ans. Un phénomène naturel qui surprend celles qui veulent toujours enfanter. Comment mieux vivre sa ménopause? Quels en sont les symptômes? Des éléments de réponse dans cet élément signé Clarisse Cagnala et commenté par Clément Boko. J'ai atteint la ménopause à l'âge de 47 ans. Ça a été très tôt. Donc, ça fait même que j'ai cherché les médicaments traditionnels pour que ça puisse venir, mais ça ne vient pas. Mais ça me fatigue. La vie de Kadi n'est plus la même depuis la ménopause, il y a 2 ans. Âgée de 47 ans et mère de 4 enfants, cette mère doit surmonter désormais les désagréments causés par cette situation. Quand je ne vois pas, ça me fatigue. Je transpire beaucoup. Quand elle arrive, mon corps me fait mal, mes reins me font mal, ça descend dans mes pieds, tout mon corps. L'entrée dans la ménopause est déterminée par une période de 12 mois depuis les dernières menstruations. L'âge varie d'une femme à une autre. La ménopause est survenue chez Djeneba à 51 ans après la naissance de son 7e enfant. Une période qui a fragilisé sa santé. Toujours, tu es malade. 3 mois, 2 mois, tu es malade. Même dans 2 jours là, j'étais malade. C'est hier même, on a fini de faire piquer là. Si tu ne vois pas, ça fatigue trop. De nombreuses femmes n'ont pas beaucoup d'informations sur la ménopause et se laissent surprendre. Moi, ça m'a surpris. J'étais dans les problèmes avec mon mari parce que lui et moi, on ne s'attendait pas. Bon, je faisais des années sans coucher avec lui. Et puis j'étais là, je tapais des années. Ça passe, sans coucher avec garçon. Je l'attendais. Déjà, les années passaient. Sans me rendre compte, les années passées, puis un coup, paf. Je ne sais pas ce qu'on appelle la ménopause, je n'ai jamais entendu parler de ça. En Côte d'Ivoire, l'âge moyen de la ménopause est comprise entre 48 et 55 ans selon des études. Certaines femmes mariées tardivement craignent de ne pas avoir d'enfants. C'est le cas de Djidji, âgée de 38 ans, mariée depuis 8 ans et sans enfants. Moi, j'ai eu mes enfants avant mon mariage. Mais après mon mariage, je n'ai pas encore eu d'enfants. Je ne fais même pas d'héritage. Je fais tout. Je vais à l'hôpital. Je fais tout. On dit que je n'ai rien, mais je ne sais pas. J'ai l'impression même que peut-être c'est ça. C'est la ménopause qui vient. Selon Dr Abdoul, professeur agrégé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il existe des moyens efficaces pour mieux vivre la ménopause. Il faut qu'on se prépare à la ménopause. Après 45 ans, la courbe, on est en train de descendre vers la fin des règles. Donc, on sait que quand les règles vont s'arrêter, voici les signes qu'on pourra avoir. Et quand on connaît ces signes, on est préparé. Et on vient à l'hôpital aussi, on va vous expliquer. Parfois, on vous sera amené à vous apporter des compléments, des médicaments, si pour les bouffées de chaleur et tout, on donne. Et puis, progressivement, elle finit par s'habituer et elle vit tranquillement sa ménopause. Pour lui, l'âge de la ménopause n'a pas changé. Toute ménopause qui intervient à 40 ans est considérée comme précoce. Elle peut donc être traitée. Toujours à propos de santé, l'association Sauve Ma Vie a inauguré son siège le samedi dernier à Abidjan-Cocody. C'est une structure qui œuvre dans le social pour les enfants et les femmes. Au cours de cette cérémonie, des témoignages poignants ont été rendus, nous dit Clément Boko. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les membres de l'association Sauve Ma Vie. L'association qui œuvre en faveur des enfants malades et des femmes s'offre un siège afin d'être plus efficace dans sa mission. L'inauguration a été faite par Dr Roland Yapi Yapo, président fondateur, et Ézéchiel Zéa, parrain de la cérémonie. Merci à tous les membres qui sont dans le groupe, qui font que
la générosité se manifeste. Merci beaucoup pour votre grand cœur et que cela continue encore pendant longtemps. Étant moi-même médecin, durant mon parcours d'étudiant, j'ai rencontré des parents qui avaient du mal à venir en aide à leurs parents malades. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi ne pas contacter mes amis, mes collègues et ensemble on va cotiser 1000 francs par mois pour essayer de financer l'opération de certains malades. En marge de cet événement, une opération de don de sang a été organisée dans le but d'avoir des réserves en cas de nécessité. Des parents dont les enfants ont déjà bénéficié de la générosité de l'association Sauve ma vie témoignent. C'est la maman de l'enfant Diallo qui souffrait d'une occlusion intestinale par bride parce qu'il avait été opéré une première fois et la deuxième fois, il a eu un autre problème. Et c'est là que j'ai eu à avoir le contact de Dr Roland Yapo. Vous m'avez tous tendu la main. Je ne pourrais pas tous vous connaître, mais je voulais être devant vous pour vous dire merci. Sauve ma vie a été fondée en 2021 et compte à ce jour plus de 5000 adhérents avec un peu plus de 6 millions de francs CFA déboursés pour sauver des vies. Autre sujet à présent, la vente à domicile est pratiquée par de nombreux commerçants dans notre pays. À Adjamé, il y a des vendeuses de produits vivriers, mais aussi des bouchers qui exercent leurs activités non loin de leur domicile. Une pratique rentable selon les concernés visités par notre reporter Justin Kouassi, dont le constat est commenté par Asita Diarra. Adjamé, quartier Marie-Thérèse. C'est ici, non loin de son domicile, que Rosine, la cinquantaine révolue, exerce son petit commerce. Cette proximité avec son lieu de travail lui facilite la tâche. Ça me fait aussi du bien parce que je suis devant ma cour. J'ai ma soeur qui est un peu souffrante. En vendant ici, je peux rentrer là-bas. Je veille un peu sur elle, je viens. Au marché, les places sont très chères actuellement là. Moi, je suis une veuve de 5 enfants. Bon, je ne vais pas aller courir au soleil là-bas, alors que devant ma porte là, vraiment, je trouve que c'est mieux. Ça marche un peu. Même si j'ai un bénéfice de 2000 francs par jour, c'est un peu bon. Et ce sont les riverains qui en profitent. Je suis venue, je vais payer gomo, puis gnagna, puis tomate, puis manioc. Si moi, je vais partir à grand marché là-bas, moi, je vais être fatiguée. À cause de ça, je vais venir ici, je vais payer à charge, je suis catée ici. Si je vais partir à grand marché, je vais payer 30 fois là, c'est beaucoup. Mon argent là, c'est pas beaucoup. Sa voisine, Rosine Rwamba, exerce la même activité. Sur sa table, on trouve toutes sortes de légumes. Ancienne vendeuse au grand marché de la commune d'Adjamé, Rosine vante les avantages d'exercer son commerce à proximité de son domicile. Au niveau de la fatigue, il y a une différence. Au marché, je me réveille tôt, mais maintenant, je ne me réveille pas tôt comme ça. Je prends mon temps. Et quand je fais les achats, ceux qui portent les bagages, là, ils viennent avec ça. Donc, je ne suis pas fatiguée à ce niveau. Ça ne me fatigue pas. Au marché, les gens nous aident et puis on les paye. Ici, les enfants nous aident à ramasser. Ça nous permet d'éviter les dépenses. Vendre non loin de son domicile est aussi pratiqué par des bouchers. Pour Seibou Langani, vendre dans son quartier met à l'abri de la concurrence. Quand on dit concurrence, pensant que non, celui-là gagne que moi, ça pousse les gens à aller pratiquer certaines choses à l'africaine. Par exemple, je vends au moins 40 kilos par jour que tu n'arrives pas à vendre. Le voisin vend au moins 15 à 20 kilos par jour. Bon, c'est dira que peut-être que j'ai l'envoûté. Donc, je serai obligé d'aller parcourir les féticheurs, voir comment j'ai fait pour que ça marche, ou bien essayer de ralentir un peu mes activités. Je préfère venir au quartier, m'éloigner un peu du marché pour éviter tout cela. C'est mieux qu'au marché. La courtoisie et la serviabilité de Seibou lui ont permis de fidéliser sa clientèle. Comme il est juste à côté, c'est pas loin de la maison, donc on sort à 2 pas seulement, tu as ta viande. Avec lui, ça se passe bien. Et puis, c'est un bon type aussi. Le culot arrive et puis il fait le petit cadeau aussi. La vente à proximité des domiciles est une pratique ancienne. Commerçants et riverains y trouvent leur compte. Ni l'un ni l'autre n'a besoin de parcourir des kilomètres pour satisfaire ses besoins. Direction à Bobo Baoulé, précisément au groupe scolaire Sadjuro dans OPR, où des bâtiments abritant
De nombreuses salles de classe sont décoiffées suite à une pluie torrentielle. Une situation compliquée à gérer selon le président du COGES, les responsables et les apprenants de l'établissement. Le constat de Yacouba Koulibaly est commenté par Ansita Diarra. Bâtiment décoiffé, salle de classe bureau presque vide et abandonnée. Au balcon de ce bâtiment, des flaques d'eau et des tables-bancs superposées. Triste et insoutenable décor pour ces élèves responsables du groupe scolaire Sadjo Danhaut-Pierre d'Abobo Baoulé. Ça s'est depuis le 4 juillet. Un grand bain est passé par ici. Il a fait tous ces dégâts que vous avez constatés. Nous sommes actuellement dans une autre école avec on fait la vacation. On n'a plus de salle de classe, on n'a pas de bureau. Ici avec notre directrice dans son bureau, c'est pas facile. Élèves et directeurs travaillent dans des conditions difficiles qui impactent leur rendement. Et ils ont dû quitter les salles de classe pour rejoindre d'autres élèves. La plupart des bâtiments sont décoiffés. Nous sommes obligés de s'asseoir trois pour suivre les cours. En sorte que l'État vient arranger notre école pour que nous étudions dans les bonnes conditions. La situation est un peu difficile parce que les élèves ne maîtrisent pas l'emploi du temps. Les parents qui viennent tout le temps se renseigner. Et puis la situation fait que les classes sont chargées. Dans l'espoir d'une réhabilitation de l'établissement, le président du COGES du groupe scolaire continue de mener des démarches auprès des autorités compétentes. J'ai mené quand même beaucoup d'actions, mais je reconnais que les autorités quand même de l'État de Côte d'Ivoire ont été très sensibles parce que beaucoup sont passés ici. Ils m'ont même contacté tout et tout. On a eu à échanger et ils ont donné l'accord de principe. Je demande la bénédiction de Dieu sur ces autorités-là de l'État de Côte d'Ivoire pour que les sensibilités aient quand même une bonne suite. C'est avec désolation que je suis dans cette école qui est dans cet état-là. C'est un grand groupe scolaire qui regroupe près de 2000 élèves et aujourd'hui il y a 3 bâtiments qui sont sinistrés. Les multiples relances du responsable du groupe scolaire Sadjo Danhaut-Pierre d'Abobo Baoulé sont restées lettres mortes. Une situation qui pourrait hypothéquer l'avenir des apprenants de cet établissement si rien n'est fait. Un élément commenté plus tôt par Bintou Pekele. Intéressons-nous à présent aux retraités de la commune de Yopougon qui se sont réunis pour échanger et trouver des solutions à leurs difficultés communes. Au menu aussi de cette rencontre, des examens médicaux. Témoignage Noussangari. Plus de 700 retraités se sont retrouvés à Zito dans la commune de Yopougon pour échanger sur leurs conditions de vie. Cette journée est l'occasion de faire des examens médicaux gratuits, notamment la glycémie, l'électrocardiogramme et bien d'autres. Cette initiative de Senior Coordination, une association des personnes du 3e âge, a pour objectif de les rassembler afin de faciliter leur vie au quotidien. Nous voulons sensibiliser nos membres. L'objectif de Senior Coordination primordial, c'est la santé. Au niveau de la CNPS, il y a au moins 100 000 retraités. Alors, il serait bon que nous créions une assurance corbeille. On ne demande pas que la CNPS nous donne des subventions, mais on demande que la CNPS nous prélève à chaque retraité domicilié à la CNPS 3 000 francs, ça nous vient 300 millions par mois. Et que la CNPS gère cet argent-là, qu'on nous donne des livrets de santé et que la CNPS signe des conventions avec les cliniques, les hôpitaux et les pharmacies. Les retraités ont échangé avec les responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, et de la COPEC de Yopougon. Nous avons entendu parler de difficultés pour obtenir un prêt du fait de leur âge avancé. Et j'ai aussi entendu parler de projets de se mettre ensemble pour constituer un fonds de garantie. Quand on est ensemble, on va toujours plus loin, on est toujours plus fort. Je les encourage à vraiment rester solidaires autour de leur président. Il faut rappeler que les personnes à la retraite répertoriées à la CNPS dans les agences COPEC et les banques de la commune de Yopougon sont un peu plus de 17 000. Retrouvons Clarisse Cagnala pour parler solidarité. 50 veuves et 50 orphelins ont reçu respectivement des vivres et des kits scolaires. C'est une action de l'ONG Nassourdine en collaboration avec la Fondation Yabi, venue de la France, pour soutenir ces orphelins qui ont repris le chemin de l'école sans fourniture scolaire et pour permettre bien sûr aux veuves de subvenir à leurs besoins. Anissette Conan-Blessing au commentaire. En Côte d'Ivoire, près de 290 000 enfants sont orphelins, selon l'UNICEF. Et la plupart d'entre eux se retrouvent dans la précarité, d'autres même dans la rue. En cette rentrée scolaire, ils sont nombreux à commencer les cours sans des fournitures scolaires. Pour les soutenir donc, l'ONG Nassourdine leur fait des dons de kits scolaires,
de quoi commencer les cours. Depuis la rentrée, je n'ai pas encore eu un livre pour partir à l'école, ni sac aussi. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a eu un sac avec du fourniture pour partir à l'école. Je dis merci à l'ONG. En plus de ces orphelins, 50 veuves qui vivent dans la précarité ont reçu également des sacs et des packs alimentaires. Parmi elles, Aminata. Elle a perdu son mari il y a 4 ans et s'est retrouvée avec 4 enfants à sa charge. Il nous a donné les sacs de riz, vraiment, je suis très contente pour ça. Ça va me permettre de donner un peu de la nourriture à mes enfants et m'aider pour faire l'école aussi. Les frères musulmans sont nos frères, donc on est toujours ensemble. Je remercie la famille qui a envoyé aussi le riz, qui s'est déplacé et qui est venu nous faire du cadeau. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Cet élan de solidarité est une initiative de la Fondation Yahabi en collaboration avec l'ONG Nasruddin qui œuvre en faveur des personnes démunies. Chaque année, par la grâce de l'Éternel, nous sommes ici présents pour apporter notre soutien aux veuves et aux orphelins. Parce que dans l'œuvre que nous faisons, surtout le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons pour objectif de pouvoir apporter un soutien en vivres, en matériel, etc. aux démunis. Parce que si Dieu se souvient de nous, nous aussi nous avons la capacité de nous souvenir aussi de ceux qu'on a besoin. Nous remercions le bon Dieu pour tous ces dons. L'objectif de ce élan de solidarité est de soutenir ces orphelins et ces veuves afin de lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. Et nous saisissons chaque occasion pour sensibiliser les populations à cultiver les valeurs de paix. C'est aussi une coutume pour ces associations sœurs de prôner les valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble à chaque rencontre. Aujourd'hui, première fois que j'ai entendu un mouvement de chrétiens qui donne le don au mouvement des musulmans. Ce sont au total 50 veuves et 50 orphelins qui ont reçu le soutien de ces organisations. Retour dans la commune d'Adjamé où a eu lieu l'inauguration de la mosquée Zawiya le samedi dernier à l'initiative de la communauté Tidjaniya de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, les fidèles musulmans sont venus nombreux pour contempler ce nouvel édifice. Le reportage de Justin Kouassi est commenté par Asita Diara. En construction depuis 12 mois, la grande mosquée Zawiya est désormais fonctionnelle. Cet édifice religieux au cœur de la commune d'Adjamé est contemplé par des milliers de fidèles Tidjaniya ce jour, marquant son inauguration. Dans toute méditation, quand tu le fais dans un lieu sain, propre, vraiment, ça te donne encore de bien méditer, de bien faire la prière. Et le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, il a tout le temps dit, priez dans un lieu qui est propre. N'importe où, si le lieu est propre, tous les vœux que vous allez demander seront exaucés. Cette mosquée s'étend sur une superficie de 600 mètres carrés, une nouvelle bâtisse de 3 étages comportant 2 grandes salles de prière, des salles d'eau, une salle de réception, un ascenseur et le domicile du cheikh. Bon, cette cérémonie a une très grande importance pour nous. Parce que c'est l'inauguration de notre Zawiya, la nouvelle Zawiya d'Adjamé. C'est une grande nouvelle pour nous et puis la joie est vraiment immense. Parce que construire un œuvre comme ça pour les Amalis en Côte d'Ivoire, vraiment il fallait le faire. Pour le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, cette cérémonie est une joie pour l'ensemble de la communauté musulmane. Cette cérémonie présente une grande cérémonie pour le COSIM et pour tous les musulmans. Car ouvrir une Zawiya, c'est d'ouvrir une lieu d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en permanence. Un message de la groupe Tidjaniya Al-Hamawiya, c'est de dire de continuer d'œuvrer et continuer les œuvres du Cheikh Amaoula qui a toujours prôné la paix, l'amour du prochain et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zawiya est la plus grande mosquée de la communauté Tidjaniya Amawiya du Côte d'Ivoire.
À l'international, la très controversée commission électorale de la RDC a déclaré recevable les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle du 20 décembre prochain, selon une liste publiée ce vendredi, mais qui doit être encore examinée par la Cour constitutionnelle. Elle sera communiquée définitivement le 18 novembre à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Parmi les candidatures reçues figure celle du président sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à un nouveau mandat de 5 ans qui part favori. Hors du continent, l'actualité reste dominée par la guerre Israël-Hamas. Antonio Guterres est arrivé à Rafah, en Égypte, ce vendredi pour préparer le passage vers Gaza de l'aide internationale attendue désespérément par les Palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU a appelé depuis ce point de passage unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël au passage rapide de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien assiégé. Israël a refusé d'ouvrir ses passages frontaliers avec Gaza, mais les États-Unis sont parvenus à convaincre les autorités de donner leur feu vert à l'envoi d'aide via le passage de Rafah. Point final, merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end sur RTI2.